Rome. Quand on prononce ce nom, on pense immédiatement à la grandeur, à la discipline, aux légions invincibles, aux temples majestueux et à un empire qui a dominé le monde pendant des siècles. Mais l'histoire que l'on vous raconte le plus souvent n'est qu'une façade. Derrière les marbres blancs, derrière les lois et les discours moralisateurs, Rome cachait une autre réalité. Une réalité plus sombre, plus dérangeante et surtout stratégiquement organisée. Dans la Rome antique, le sexe n'était pas seulement une affaire privée. Il n'était pas uniquement une question de plaisir ou de morale. Il était un outil, un instrument de pouvoir, un moyen de contrôle social, politique et psychologique. Prostitution institutionnalisée, transgression réservée aux élites, pratiques interdites en apparence, mais tolérées, voire exploitées dans les cercles du pouvoir. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas une recherche du sensationnel. Ce n'est pas une glorification de la décadence. C'est une analyse historique. Car derrière certaines pratiques extrêmes de la Rome antique se cachaient des stratégies précises. Canaliser les pulsions, maintenir l'ordre, tester la loyauté, humilier pour mieux dominer, et parfois conserver le pouvoir à tout prix. La question n'est donc pas « que faisaient les Romains ?» mais plutôt « pourquoi le faisaient-ils » et à qui cela profitait réellement. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les zones d'ombre de l'Empire romain. Nous allons analyser la prostitution comme institution, comprendre le rapport du pouvoir aux interdits, explorer les excès des élites et surtout, révéler les mécanismes cachés derrière ces pratiques. Car l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Et parfois, ce sont les civilisations les plus puissantes qui s'effondrent de l'intérieur. Alors prenez quelques minutes, installez-vous, et regardons Rome antique non pas comme un mythe glorieux, mais comme un miroir brutal de la nature humaine. Pour comprendre les pratiques sexuelles dans la Rome antique, il faut d'abord oublier notre vision moderne. À Rome, le sexe n'était ni sacré, ni scandaleux. Il était fonctionnel. Les Romains ne raisonnaient pas en termes de morale, de péché ou d'interdit comme nous le faisons aujourd'hui. Ils raisonnaient en termes de statut, de hiérarchie et de pouvoir. Ce qui comptait, ce n'était pas avec qui vous aviez une relation, mais quelle position vous occupiez dans la société. À Rome, tout était vertical. Les dieux dominaient les hommes. Les empereurs dominaient les citoyens dominaient les esclaves. Et cette logique s'étendait aussi à la sexualité. Être dans une position dominante signifiait être fort, respectable, viril. Être dans une position dominée signifiait être inférieur, soumis, socialement faible. Ainsi, le sexe n'était pas vu comme un échange égal, mais comme une extension du rapport de force sociale. Un citoyen romain libre pouvait entretenir des relations avec des personnes considérées comme inférieures, esclaves, prostituées, étrangers, sans que cela ne choque la société. Non pas parce que c'était bien, mais parce que cela confirmait l'ordre établi. À l'inverse, perdre sa position dominante, même symboliquement, pouvait ruiner une réputation. La sexualité devenait alors une question d'honneur, de contrôle et d'image publique. C'est pour cette raison que Rome ne parlait pas d'orientation sexuelle comme nous le faisons aujourd'hui. Ces concepts n'existaient pas. Il n'y avait pas d'identité fondée sur le désir, il n'y avait que des rôles sociaux à respecter. Le sexe servait donc à rappeler une chose essentielle, qui commande et qui obéit. Et c'est précisément pour maintenir cet équilibre fragile que l'État romain a fait un choix radical. Au lieu de lutter contre les pulsions humaines, il a décidé de les organiser, de les encadrer, de les utiliser. Dans la partie suivante, nous allons voir comment Rome a transformé ce principe en véritable système. Un système officiel, légal, assumé. Car à Rome, la prostitution n'était pas un vice caché dans l'ombre. C'était une institution reconnue, tolérée et surtout utile au pouvoir.
antique, la prostitution n'était ni clandestine, ni honteuse au sens moderne. Elle était officielle. L'État romain ne fermait pas les yeux sur cette pratique. Au contraire, il l'encadrait, la réglementait et l'intégrait pleinement dans le fonctionnement de la société. Les prostituées étaient enregistrées. Elles payaient des taxes. Elles exerçaient dans des lieux identifiés, connus de tous. Rome ne cherchait pas à supprimer les pulsions sexuelles. Elle cherchait à les canaliser. Car les dirigeants romains avaient compris une chose essentielle. Un peuple frustré est un peuple instable. La prostitution remplissait donc plusieurs fonctions stratégiques. D'abord, elle offrait une soupape de sécurité sociale. Elle permettait de détourner les tensions, de réduire les violences et d'éviter que les frustrations individuelles ne deviennent des troubles collectifs. Ensuite, elle protégeait les structures familiales citoyennes. Les femmes de citoyens respectables étaient, en théorie, mises à l'abri de certaines dérives, tandis que les relations jugées acceptables socialement étaient déplacées vers un cadre contrôlé. Mais derrière cette apparente tolérance se cachait une logique plus froide encore. La prostitution rappelait constamment la hiérarchie sociale. Celui qui payait dominait. Celle ou celui qui était payé obéissait. Le rapport n'était pas seulement économique, il était symbolique. À travers ce système, Rome enseignait une leçon silencieuse. Tout le monde n'a pas le même corps, pas la même valeur, pas le même droit au respect. Et l'État tirait profit de cette organisation. Profit financier, bien sûr, mais surtout profit politique. En laissant certaines pratiques s'exprimer dans un cadre légal, le pouvoir romain évitait qu'elles se développent de manière incontrôlée. Il surveillait, il taxait, il maîtrisait. La prostitution devenait ainsi un outil de gestion des masses, une méthode pour maintenir l'ordre sans recourir en permanence à la violence. Mais cette logique ne s'arrêtait pas aux classes populaires, car plus on montait dans la hiérarchie romaine, plus les règles changeaient. Chez les élites, le sexe ne servait plus seulement à canaliser les pulsions. Il servait à affirmer la domination, à tester la loyauté et parfois à verrouiller le pouvoir au sein de cercles très fermés. Dans la partie suivante, nous allons aborder un sujet beaucoup plus sensible. Un sujet rarement expliqué avec nuance. Non pas pour choquer, mais pour comprendre jusqu'où le pouvoir peut aller lorsqu'il cherche à se préserver à tout prix. Lorsqu'on évoque l'inceste dans la Rome antique, une chose doit être clarifiée immédiatement. Il ne s'agissait ni d'une norme sociale, ni d'une pratique acceptée par l'ensemble de la population. Pour le peuple romain, l'inceste était un tabou, condamné par les lois et rejeté publiquement. Mais comme souvent dans l'histoire, ce qui est interdit au plus grand nombre peut devenir une exception lorsqu'on détient le pouvoir. Dans certaines familles de l'élite romaine, notamment au sein des dynasties impériales, des relations interdites ont existé. Non pas par ignorance des lois, mais par volonté de contrôle. Ces pratiques apparaissent généralement dans des contextes très précis. Lutte de succession, paranoïa politique, peur de la trahison, obsession de la pureté du sang. Pour certains empereurs, le pouvoir était si fragile qu'il devait rester confiné à l'intérieur du cercle familial. Se marier ou s'unir à l'extérieur, c'était ouvrir la porte à des alliances incontrôlables, à des héritiers rivaux, à des familles capables de contester l'autorité. En restant entre eux, les dirigeants cherchaient à verrouiller le pouvoir, à éviter les intrusions et à conserver une domination absolue. Mais ce repli avait un prix, car plus le pouvoir se concentre, plus il se coupe de la réalité. Ces dynasties finissaient souvent par sombrer dans la méfiance, la folie, la violence interne. L'inceste, dans ce contexte, n'était pas une recherche de plaisir. C'était le symptôme d'un pouvoir malade, obsédé par sa survie, prêt à transgresser ses propres lois pour ne pas disparaître. Rome nous montre ici une vérité brutale. Quand une élite ne croit plus aux règles qu'elle impose aux autres, elle commence à se détruire elle-même. Et ce phénomène ne s'est pas limité à la sphère familiale, car au sommet de la société romaine, le sexe a pris une autre forme encore plus inquiétante.
Il est devenu un rituel, un test, une démonstration de toute puissance. Dans la partie suivante, nous allons entrer dans l'univers des excès des élites romaines, des pratiques réservées à une minorité où la transgression n'était pas un accident, mais une stratégie. Lorsque l'on parle des excès sexuels dans la Rome antique, l'imaginaire collectif pense immédiatement à des fêtes débridées, sans limites, sans règles. Mais la réalité est plus froide, plus calculée, plus stratégique. Ces rassemblements n'étaient pas ouverts à tous. Ils étaient strictement réservés aux élites. Sénateurs, hauts fonctionnaires, proches du pouvoir, y étaient conviés non pas pour se divertir, mais pour être observés. À Rome, ces événements avaient une fonction précise: tester la loyauté, mesurer la soumission et rappeler qui détenait le contrôle. Participer signifiait accepter de franchir des limites. Refuser, c'était s'exposer à la suspicion. Assister sans se conformer, c'était risquer l'exclusion. Le pouvoir utilisait la transgression comme un piège, car une fois que quelqu'un avait participé, il devenait vulnérable. La honte, le secret, le peur du scandale créait une dépendance silencieuse. Ces pratiques servaient aussi à humilier subtilement, à briser l'ego, à rappeler que même les hommes les plus influents pouvaient être réduits au silence par leur propre compromission. Dans ces cercles fermés, le plaisir n'était jamais le véritable objectif. Le véritable objectif, c'était la domination psychologique. Plus les limites étaient repoussées, plus le message était clair. Ici, les règles ordinaires ne s'appliquent plus. Et lorsqu'un dirigeant se place au-dessus des lois morales, il envoie un signal dangereux à toute la société. Ces excès ont progressivement créé une fracture profonde entre le peuple et ses élites. Tandis que la population faisait face aux impôts, aux guerres et à l'instabilité, les dirigeants semblaient vivre dans un monde parallèle, déconnecté de toute retenue. Rome commençait alors à perdre ce qui avait fait sa force: la discipline, la mesure et le sens de la responsabilité collective. Mais ces pratiques ne restaient pas confinées au palais, car le sexe, à Rome, pouvait aussi devenir une arme politique directe, une arme capable de détruire une carrière, de renverser une réputation et parfois même un empereur. Dans la partie suivante, nous allons voir comment le pouvoir romain utilisait le sexe non plus comme un rituel privé, mais comme un outil de manipulation politique. Dans la Rome antique, le pouvoir ne se maintenait pas uniquement par les lois ou par l'armée. Il se maintenait aussi par le scandale. Le sexe est rapidement devenu une arme politique redoutable, invisible, silencieuse, mais terriblement efficace. Une rumeur suffisait parfois à détruire une carrière. Une accusation, même sans preuve, pouvait discréditer un sénateur, affaiblir un général ou isoler un rival. À Rome, l'image publique était capitale. Perdre son honneur, c'était perdre sa voix, son influence et souvent sa protection. Le pouvoir utilisait donc les mœurs sexuelles comme un levier. On surveillait, on collectait des informations, on laissait faire, jusqu'au moment opportun. Puis, lorsque l'équilibre politique devenait instable, ces secrets étaient révélés, amplifiés ou instrumentalisés. Certaines accusations étaient vraies, d'autres exagérées, d'autres encore entièrement fabriquées. Mais peu importait la vérité, ce qui comptait, c'était l'impact sur l'opinion, sur le Sénat et sur la perception du pouvoir. Les empereurs eux-mêmes n'étaient pas à l'abri. Certains ont vu leur autorité s'effondrer non pas à cause de défaites militaires, mais à cause de récits soigneusement entretenus sur leur vie privée.
Ces récits transformaient le dirigeant en symbole de décadence. Ils justifiaient la révolte. Ils légitimaient parfois même l'assassinat. Le sexe devenait alors une arme double. Il servait à contrôler les élites, mais aussi à manipuler les masses. Car un peuple indigné est plus facile à diriger qu'un peuple informé. Rome nous montre ici une mécanique intemporelle. Celui qui contrôle le récit contrôle le pouvoir. Mais à force d'utiliser le scandale, la transgression et la manipulation, le système finit par se retourner contre lui-même. Les excès deviennent visibles, la confiance s'effondre, l'autorité se fragilise. Et lorsque le pouvoir n'inspire plus le respect, il ne lui reste plus que la force brute. Dans la partie suivante, nous allons voir comment cette accumulation d'excès, de transgressions et de manipulations a contribué à affaiblir Rome de l'intérieur. La chute de Rome ne s'est pas produite en une nuit. Elle n'a pas commencé avec une invasion. Elle n'a pas été déclenchée par un seul ennemi. Elle a commencé de l'intérieur. Les pratiques extrêmes, les excès et les transgressions n'étaient pas la cause directe de l'effondrement. Elles en étaient le symptôme. Un symptôme d'un pouvoir qui avait perdu le sens de la mesure. À force de manipuler les pulsions humaines, de jouer avec la honte, de gouverner par le scandale et la domination psychologique, les élites romaines se sont progressivement coupées du peuple. La discipline qui avait fait la force de Rome a laissé place à l'arrogance. La responsabilité a cédé face à l'impunité. Et les règles, autrefois respectées, sont devenues optionnelles pour ceux qui gouvernaient. Cette fracture a fragilisé l'Empire. Les citoyens ont cessé de croire en leurs dirigeants. Les soldats ont perdu le sentiment de défendre une cause juste. Les institutions ont continué d'exister, mais elles étaient vides de sens. Quand une civilisation n'a plus de valeurs communes, elle devient vulnérable. Les crises économiques, les tensions sociales, les menaces extérieures n'ont fait qu'accélérer un processus déjà engagé. Rome n'est pas tombée parce qu'elle était trop permissive. Elle est tombée parce qu'elle avait perdu ses limites. Et l'histoire nous enseigne une chose essentielle. Les civilisations ne meurent pas quand elles changent. Elles meurent quand elles refusent de se remettre en question. Mais cette histoire ne concerne pas seulement le passé, car Rome n'est pas qu'un empire disparu. C'est un avertissement. Rome n'est pas seulement un empire disparu. C'est un miroir qui reflète les excès, les ambitions et les failles de toute civilisation, et, par extension, de toute société humaine. Les pratiques sexuelles extrêmes, les transgressions, les scandales, tout cela n'était pas gratuit. Elles étaient des instruments pour maintenir le pouvoir, tester la loyauté, contrôler les masses et dominer les esprits. Mais l'histoire montre que l'usage systématique du pouvoir pour manipuler, humilier ou imposer la peur finit toujours par se retourner contre ceux qui l'exercent. Rome est tombée, non parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle avait perdu ses repères, parce qu'elle avait oublié l'équilibre entre liberté, contrôle et responsabilité. Et aujourd'hui, observer cette histoire n'est pas un simple exercice académique. C'est une leçon sur la manière dont le pouvoir, le désir et la décadence peuvent façonner une société ou la détruire. Si cette plongée dans les zones d'ombre de l'histoire romaine vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse et de laisser un commentaire pour partager vos impressions. Rome nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment mort. Il continue de parler à ceux qui savent écouter.